Merci, bonjour à tous. Alors déjà, c'est assez sympa de passer juste derrière quelqu'un qui vous explique comment faire des bonnes sessions, donc ça ne met pas la pression, mais on va quand même essayer de relever le challenge. Alors en fait, on va passer les 25 prochaines minutes à parler du Big Data, et mon intention, c'est de partager avec vous la conviction que j'ai que le Big Data, enfin il y a un gros buzz autour du Big Data qui continue, et j'ai envie de partager cette conviction que ce buzz est absolument légitime parce que le Big Data est en train de façonner le monde de demain, rien de moins, je pense. Alors déjà, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on fait du Big Data aujourd'hui? Et la première raison, c'est parce que nous pouvons. Alors ce que vous voyez sur ce slide-là, c'est le Fujitsu Wind Tunnel, qui était, il y a exactement 20 ans, l'ordinateur le plus puissant au monde, le supercalculateur le plus puissant du monde. Et je vous le mentionne parce que si vous avez dans votre poche, alors je triche, c'est un 5 que j'ai dans ma poche, un iPhone 5. Si vous avez un iPhone 5S, ça marche avec le 5S, pas avec le 5, vous avez dans votre poche une capacité machine un tout petit peu supérieure à ce super ordinateur. Et donc si vous extrapolez ça, vous imaginez la puissance que vous avez dans votre poche, vous imaginez la puissance que vous avez sur le cloud à disposition pour quelques centaines d'euros par mois. Donc la première raison pour laquelle on fait du Big Data aujourd'hui, c'est parce qu'on peut, parce qu'on a la capacité machine. La deuxième raison, c'est parce que, alors je vous laisse méditer cette phrase, 90% de l'ensemble des données du monde ont été créées ces 2 dernières années. Et en fait, pour ceux qui ont assisté à la session d'Olivier Grisel ce matin, vous avez déjà vu ce schéma. Et je vais reprendre les mots d'Andrew Ng, qui est un des papes du machine learning dans le monde, qui dit « ce n'est pas celui qui a le meilleur algorithme qui gagne, c'est celui qui a le plus de données ». Et donc on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, on a accumulé une telle masse de données qu'on a des algorithmes qui peuvent fonctionner de façon très efficiente sur les données qu'on a. Alors, nous pouvons faire du big data, et puis il y a une autre série d'explications qui est « nous devons ». Et nous devons parce qu'il y a la montée exponentielle du nombre d'usages connectés, donc smartphone, tablette, demain Internet des objets, et que tout ça suscite une quantité d'informations, et on a envie de comprendre cette information, donc de faire de l'analytics dessus pour améliorer les usages qu'on va proposer à nos clients. Deuxième raison de nous devons parce que nos consommateurs sont devenus exigeants. Alors, c'est des idées un petit peu générales, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Mais les utilisateurs sont devenus exigeants dans le sens où ils attendent à ce qu'on s'adresse à eux dans leur individualité de consommateurs. Ils ne veulent pas qu'on les prenne pour des numéros. Puis à côté, comme ils ont des smartphones, ils veulent qu'on s'adresse à eux de façon contextuelle, donc en comprenant dans quelle situation d'usage ils sont. Et pour ça, il faut manipuler énormément de données. Et la dernière raison sur le « nous devons », donc « nous devons », eh bien tout simplement parce que… Et j'ai oublié mon idée. C'est pas grave, on va passer. Alors, on va en venir à la définition de ce qu'est le Big Data. Alors, le Big Data, il y a plusieurs définitions qui entrent en concurrence. Et la première, c'est celle la plus classique, c'est la définition des 3 V. Donc, on parle de Big Data quand on a un gros volume d'informations, quand il faut réagir avec cette donnée de façon presque temps réel, ou quand on a une grande variété de types de données, donc structurées, qui viennent de l'intérieur de l'entreprise, et non structurées, qui viennent de l'extérieur de l'entreprise. Puis après, il y a des gens qui ont ajouté un 4e V, véracité. Il y a des gens qui commencent à parler de 5V, et on va bientôt avoir 6V. Enfin, donc voilà, il y a une définition autour des V qui fait à peu près autorité, mais qui, je trouve, est intéressante, mais ne va pas jusqu'au bout du sujet. La définition que je trouve la plus exacte sur le Big Data, c'est celle-ci. C'est Big Data fait référence aux ensembles de données dont la taille dépasse les capacités de traitement qu'on a avec des bases de données traditionnelles. Donc finalement, le Big Data, c'est quand on n'arrive plus à gérer la donnée qu'on a avec une seule machine et qu'on est obligé de multiplier le nombre de machines qu'on a. Alors en fait, cette définition, elle a l'avantage d'être très juste. Elle a un inconvénient, c'est qu'elle ne capture pas toute la mythologie qu'il y a autour du Big Data, tous les mythes, enfin tous les fantasmes qu'on a autour du Big Data. Parce que finalement, quand on parle de Big Data aujourd'hui, ce qu'on évoque, c'est comment capturer de la valeur de l'information et donc arriver à trouver des corrélations dans les données qui vont être utilisables d'un point de vue business. Et donc on en arrive à ce paradoxe qui est Big Data. En fait, quand vous faites du Big Data,
il est probable que vous ne fassiez pas du big data sans le savoir, mais ce n'est pas grave. Alors pourquoi? Parce que déjà, ce n'est pas big. Très souvent, on arrive à faire des choses très, très intéressantes avec des tailles de données qui sont tout à fait gérables avec des serveurs traditionnels. Donc quand vous commencez à manipuler 200 gigas de données, ça fait déjà des beaux sets de données, mais qui ne présentent pas des challenges insurmontables d'un point de vue technique. Et l'autre raison, c'est parce que Big Data n'est pas seulement, ne mentionne pas seulement le sujet de la donnée, ça parle aussi d'algorithmes, et même, j'ai envie de dire, surtout d'algorithmes. Et finalement, je vais continuer cette presse en vous parlant essentiellement de cet aspect algorithmique et donc du machine learning. Et le machine learning se définit comme la construction et l'étude des systèmes qui peuvent apprendre à partir de la donnée. Alors, ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui ont assisté à la presse d'Olivier Grisel ce matin? Oui, quelques-uns. Donc, ce matin, nous avons accueilli à l'USI des personnes très connues du machine learning en France et qui est un des leaders de la communauté qui développe scikit-learn. Donc, il y a un ensemble de librairies qui permet de faire du machine learning. Et j'ai emprunté ce slide à leur site parce que quelque part, ça positionne les grandes familles d'algorithmes qu'on a. Donc j'en ai masqué un, j'en ai rajouté un. J'ai masqué réduction de dimension parce que finalement, la réduction de dimension, c'est plus des algorithmes qui permettent d'explorer la donnée. Puis j'ai rajouté réseau de neurones parce qu'en fait, les réseaux de neurones sont assez peu adressés dans sklearn. Donc en fait, ils n'avaient pas besoin de le faire apparaître sur cette carte. Et donc ce que vous voyez là, c'est finalement les 4 grandes familles d'algorithmes de machine learning qu'on manipule aujourd'hui. C'est très réducteur, il y a plein d'autres algorithmes, c'est un domaine qui bouge très très vite, mais ça va vous donner quand même les grandes idées des familles qu'on manipule. Donc le premier, c'est régression. Oups. Donc le premier, c'est régression là. Donc si vous avez fait de l'Excel avec des courbes et que vous avez tracé une droite de régression, vous avez déjà fait de la régression linéaire dans votre vie. Quand on parle de machine learning, en fait, on va faire des régressions, non pas en 2 dimensions, mais en un très grand nombre de dimensions. Et on ne va pas forcément faire de la régression linéaire, on va faire de la régression avec des noyaux différents. L'autre type d'algorithme intéressant, c'est donc le clustering. Le clustering, c'est une famille d'algorithmes assez intéressante. On a eu des sessions les années précédentes sur l'USI qui décrivaient ça. C'est que c'est des algorithmes non supervisés. Donc vous donnez des données, et en fait, l'ordinateur va se charger de regrouper ces données par paquets homogènes. Et donc, c'est des algorithmes qui sont très, très utilisés pour de la segmentation client, par exemple. Algorithme de classification. Je vais vous faire une démonstration juste après, donc je vous illustrerai ça. Puis les réseaux de neurones. Alors, les réseaux de neurones, c'est une famille d'algorithmes qui simule, alors c'est des bien grands mots, mais je suis obligé de faire court, j'ai que 20 minutes, qui simule le fonctionnement du cerveau en empilant des couches de neurones avec des niveaux d'activation qu'on va définir par renforcement. Ça a l'air compliqué comme ça, et je ne vous cache pas que ça l'est un petit peu. Et alors je vais essayer quelque chose d'assez inédit dans ce grand amphi, c'est que je vais vous montrer un peu de code. Je vais vous montrer un peu de code parce que je pense que c'est intéressant de voir ce que l'on peut faire avec ces technologies. Alors, ce que vous voyez là, c'est un environnement de développement RStudio qui permet de faire du R. Et R, c'est un langage d'analyse statistique très puissant et qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui. Et en fait, j'ai trouvé des données sur Internet qui sont des données de churn. Donc, vous voyez la tête du fichier. Donc, on a des enregistrements avec l'État, c'est un fichier américain, donc l'État des États-Unis. Vous avez des choses comme le code de localisation, vous avez le nombre de minutes d'appel, le nombre d'appels par jour. Et en fait, je n'ai pas plus creusé que ça la nature des données qui sont manipulées, parce que, quelque part, je n'en avais pas besoin. Il faudrait que je retrouve ma souris quand même. OK. Et là j'ai écrit un petit programme. Ce programme fait très exactement 11 lignes de code, pas une de plus, pas une de moins, je n'ai pas compté les commentaires, je vous l'accorde. Et ce que fait ce programme, c'est que j'ai séparé mes données en un set de données d'entraînement et un set de données de test. Et ce que je fais après, c'est que je crée un modèle qui est un tree, un arbre,
qui essaye de prédire le churn en fonction des autres données de mes données d'entrée. Et puis après, j'essaye de prédire en fait ce que j'obtiens avec ce modèle. Et je vais le faire tourner, on ne va pas trop épiloguer sur la partie code. 11 lignes de code, hein, je vous montre, ça s'arrête là. Et donc je le lance. Et en fait, alors c'est pas du big data, hein, il y a 1600 enregistrements, donc on est très très loin du big data, on fait que du machine learning hein, ici. Et ce que ça sort, c'est donc là, c'est la prédiction de mon modèle sur les données d'entraînement. Donc vous voyez que j'arrive à prédire dans 83%, 84% les gens qui ne vont pas faire de churn, dans 11% les gens qui vont faire du churn, donc je suis à quelque chose comme 95% de prédiction juste, et puis j'ai des petites erreurs à côté, donc les faux positifs et les faux négatifs. Et puis là, en fait, vous avez ce qui tourne avec mon modèle de test, donc des données que je n'ai pas encore, dont je ne me suis pas servi pour mon entraînement. Et vous voyez que j'ai des résultats qui sont également tout à fait potables, hein, puisque j'ai quelque chose encore comme 94-95% de fiabilité. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à venir me voir à la fin de la présentation, parce que ça, c'est quand même un petit peu... Enfin, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit d'utiliser ce modèle dans ce cas-là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous le justifier. Et ce qui est assez amusant, c'est que en faisant ces quelques lignes de code, j'ai obtenu ça. Donc j'ai un graphique qui me décrit l'arbre de décision qui a été généré automatiquement par la machine pour trouver les cas en fonction des paramètres d'entrée. Donc on voit que ce qui discrimine le plus, c'est le nombre d'appels par jour, enfin le décharge par jour, la quantité de décharge que je fais, et c'est ça qui détermine qui segmente le plus ma population. Donc voilà pour vous donner un aperçu de la puissance des outils qu'on a en 11 lignes de code. Je suis capable de dessiner cet arbre, de faire ma table de prédiction sur mes valeurs d'entraînement et de faire ma table de prédiction sur des valeurs de test. Dans la vraie vie, évidemment, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais les outils sont quand même très puissants. On va revenir à la présentation. Donc, je vous ai montré un peu ce que c'était ma définition du big data et surtout ma définition du machine learning, parce que je pense que c'est pas ma définition, c'est la définition Wikipédia, hein, ceci dit. Mais donc le machine learning qui est le volet du big data qui correspond le plus aux images mentales qu'on a finalement du big data. Et donc si je continue, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quels sont les usages du big data? Alors, si vous avez un smartphone dans votre poche, il est très probable que vous soyez des utilisateurs d'algorithmes de machine learning tous les jours. Quand vous acceptez une demande d'amis sur Facebook, quand vous utilisez Siri, quand vous utilisez le système de recommandation d'Amazon, quand vous utilisez un système d'anti-spam, quand vous voyez de la pub sur Internet, vous êtes en train de consommer des algorithmes de machine learning, donc de l'analyse prédictive qui ne fonctionne pas selon des règles algorithmiques préétablies. Et la quantité des usages qu'on peut avoir du big data est absolument considérable et chaque jour, en fait, on découvre des nouveaux potentiels d'usage au big data. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Alors, en fait, ce que vous voyez là, c'est des ensembles de données qui correspondent peu ou prou aux ensembles de données que vous avez dans votre entreprise. Donc, vous avez des données sur vos clients et vos utilisateurs, éventuellement internes. Vous avez des données sur vos produits, vous avez des données sur vos processus et puis éventuellement des données sur votre infrastructure. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent au croisement de ces sets de données qu'on a les use cases les plus intéressants. Alors, je ne vais pas détailler tous les use cases, mais ce que vous voyez en rouge, là, c'est les sujets sur lesquels nous, chez Octo, on est le plus sollicités par nos clients. Donc, les choses qui marchent très très bien, c'est prévention de churn, connaissance client. Donc on a pendant longtemps essayé de faire du MDM, donc des choses très compliquées pour unifier la connaissance client. Et puis en fait maintenant on a des solutions de big data pour faire ça de façon très efficace. De la segmentation client également, donc le big data, le machine learning est très utile pour ça. Analyse de signaux faibles, alors ça c'est un peu une spécialité Octo, c'est essayer de corréler des choses qui se passent dans votre entreprise, de corréler ça avec des signaux extérieurs, donc avec la météo, avec le taux de chômage, ou des choses comme ça. Et on arrive à trouver des choses assez intéressantes, notamment dans le domaine de la santé pour les assurances. Détection d'anomalies et de pannes, donc arriver à déterminer
si le fonctionnement d'une usine ou d'un système d'information est nominal. Puis à côté de ça, il y a tout un tas d'autres choses sur de la détection de fraude qu'on fait de plus en plus par machine learning, l'analyse de sentiments, data-driven content. Pour l'anecdote, Netflix, par exemple, dit avoir conçu le show House of Cards sur la base des comportements des téléspectateurs sur ce qu'ils constataient sur leur plateforme d'habitude. Et puis on a tout ce monde-là de reconnaissance d'image, de visage, de traduction automatique. Alors moi je suis très convaincu que la traduction automatique est quelque chose qui va changer complètement notre façon de faire le business, puisqu'on n'aura plus besoin de traducteurs et on pourra bosser avec tous les pays du monde. Donc ça va être quelque chose d'assez énorme. Enfin voilà, on a une quantité d'usages autour du machine learning appliqué au big data qui ne cesse de s'enrichir et qui devient vraiment très très intéressant. Et puis voilà, la nouvelle Google Car, c'est quelque part une très très belle illustration de ce que l'on peut faire avec ce type de technologie et ce type d'algorithme. Alors il y a toutes les technologies mécaniques pour rendre possible cette voiture, et puis il y a toute l'intelligence qu'on injecte dans cette voiture, et c'est de la logique floue, c'est de l'intelligence floue qui est très largement basée sur des modèles de machine learning. Alors, la question que vous pouvez vous poser à ce stade, c'est comment aller vers le big data et le machine learning. Il y a un sujet qui est forcément d'actualité, un enjeu crucial qui est le respect de la vie privée. Et alors, ce sujet est plein de paradoxes. Le premier paradoxe, c'est, comme vous avez vu précédemment, il y a pas mal de use cases de machine learning qui n'utilisent pas de données personnelles. Mais on ne va pas se voiler la face. C'est quand même les use cases les plus intéressants qui utilisent des données personnelles. Oui, mais ce n'est pas si grave, hein, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec des données anonymisées. Et c'est vrai, on peut effectivement anonymiser les données. Mais en fait, ce n'est pas si vrai que ça, parce qu'on se rend compte, enfin, il y a de plus en plus d'études qui arrivent sur la base de données anonymisées à remonter, à identifier la personne en faisant différents croisements. Donc ça devient, dès qu'on additionne beaucoup de données, ça devient assez difficile de cacher l'identité de la personne. Et finalement, on est confronté à ça. Alors, donc, le BCG a fait une étude l'an dernier qui a donné ces chiffres. Donc, on est vraiment dans de la schizophrénie des utilisateurs. 88% des utilisateurs Internet considèrent que la protection de leur identité est menacée par l'exploitation massive des données, mais 63% considèrent qu'ils en retirent de grands avantages pratiques. Donc, ma recommandation sur ce point, c'est respecter vos clients. Alors, c'était Patrick Dixon ce matin qui citait l'anecdote selon laquelle si vous vous comportez de cette façon avec votre client, vous êtes sûr que vous les avez perdus. En fait, ce qu'il faut éviter quand on utilise des données, quand on utilise de l'analyse prédictive avec ses clients, c'est éviter vous avez tous vécu cette situation, c'est-à-dire vous dites quelque chose et il y a quelqu'un dans la pièce qui dit « Ah, j'étais sûr que tu allais dire ça ». Il n'y a rien de plus énervant au monde, vous êtes d'accord avec moi. Avec le machine learning, il faut éviter cet effet-là. Il faut éviter que les gens se sentent complètement fermés dans leur choix. Or, il s'avère qu'on est extrêmement prédictif, mais qu'on n'aime pas du tout qu'on nous le fasse sentir. Le deuxième sujet autour du big data, c'est on a cette phrase en informatique qui est « garbage in, garbage out ». Donc, si vous mettez des choses de mauvaise qualité en entrée, vous avez de la mauvaise qualité en sortie. Et effectivement, c'est un enjeu. Il faut être conscient, tout d'abord, que c'est en ce sens où ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment du Hello World et que ça ne prouve pas grand-chose. 90% du travail, quand on fait du big data et du machine learning, c'est le nettoyage et la préparation de la donnée. Et c'est un boulot qui est très, très fastidieux, qui n'est pas très drôle. Donc, on met beaucoup de temps de cerveau disponible sur quelque chose qui est vraiment pas marrant au final. Mais c'est une étape indispensable pour arriver à faire des algorithmes qui sont sympathiques. L'autre point, c'est assurez-vous que les processus que vous mettez en œuvre collectent de la donnée qui soit juste. Alors, en fait, en machine learning, on sait traiter de la donnée manquante plutôt bien. On sait dire, par exemple, que si cette donnée n'a pas été capturée, on sait interpoler des choses et trouver des façons de remplir ce trou. En revanche, si on a de la donnée qui a été frelatée, eh bien, on est très, très embêté avec ça. Et il y a une anecdote récente qui illustre bien ça. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment dans l'actualité. L'État a
inciter les services de police, enfin à donner des incentives aux services de police basés sur les chiffres de la délinquance. Ben, vous savez quoi, on a découvert que les chiffres de la délinquance, du coup, étaient complètement faux. Donc si votre système de récompense interne de l'entreprise est censé produire de la donnée que vous allez utiliser en machine learning, vous avez intérêt à être très très vigilant avec cette donnée parce que les gens se sont alignés pour produire les chiffres que vous avez envie de voir et donc vous n'allez pas décider grand-chose. Un autre élément assez clé du machine learning, enfin du big data, c'est donc le McKinsey a fait une étude où ils estiment que d'ici 2018, on va manquer d'un grand nombre de gens de data scientists, pour le dire autrement, mais on va surtout manquer de 1,5 million de gens, donc à peu près 10 fois plus, capables d'exploiter dans le business et de manager ce type d'activité. Donc le sujet, ce n'est pas tellement les compétences mathématiques ou les compétences scientifiques qu'il faut pour faire du machine learning, c'est les compétences de l'organisation qu'il va falloir développer pour être capable d'exploiter cette valeur-là. Et donc, en fait, ma recommandation par rapport à ça, c'est de développer une culture de la mesure. Moi, j'ai l'intime conviction que d'ici très peu de temps, pour les managers, avoir des bases en statistique et en analyse de données va devenir aussi crucial que de parler anglais aujourd'hui. Et que c'est quelque chose sur lequel tous les managers vont être obligés de monter dans un horizon très proche. Et en fait, il y a une bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que s'il y a bien un sujet sur lequel il est très très facile de s'auto-former sur Internet, c'est le machine learning. Alors en fait, là, vous voyez la star de tous ceux qui font du machine learning. Cette personne, c'est Andrew Ng, donc, qui est le fondateur de Coursera, et qui a fait le premier cours de Coursera, et c'est un cours de machine learning. Alors, chez Octo, on a eu le privilège d'accueillir la première occurrence du Machine Learning User Group français, donc les gens qui discutent autour du Machine Learning. Et en fait, le tour de table de cette première occurrence du Machine Learning User Group, ça consistait à dire comment vous avez entendu parler du Machine Learning ou comment vous y êtes mis. Et à peu près les 2/3 de l'assistance qui ont dit « j'ai commencé en suivant le cours de Andrew Ng sur Coursera ». Donc si vous avez envie de vous approprier le machine learning, c'est ce que vous pouvez faire également. Voilà, il y a une prochaine session qui va commencer dans pas très longtemps. Et un autre point sur lequel je voulais insister, c'est ce qu'il y a de très sympathique avec le big data et le machine learning, c'est que vous pouvez lancer des projets d'expérimentation à côté du SI demain. En fait, on a besoin de collecter, de sortir de la donnée du système d'information. C'est pas si simple, après il faut la nettoyer, mais on y arrive. Et puis après, on peut commencer à jouer avec cette donnée pour analyser, pour commencer à concevoir des modèles qui vont ajouter de la valeur, qui vont permettre de sortir de la valeur de ces données. Et ça, finalement, vous créez une équipe multidimensionnelle à côté de vos structures habituelles. Vous pouvez faire vos premiers tests de big data et de machine learning à peu près demain. Donc le ticket d'entrée pour y aller, il y a un ticket d'entrée de compétences, c'est sûr, mais il n'y a pas de ticket d'entrée organisationnel, de process ou de choses comme ça. Donc c'est quelque chose d'assez appréciable pour explorer ce sujet. Et en conclusion de cette session, il y a cette phrase, moi, qui me fascine, de Marc Andreessen, qui est un venture capitaliste de la Silicon Valley, qui dit que le software est en train de manger le monde. Et je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire que je pense que de plus en plus, on va avoir un souci d'efficacité qui va nous emmener de plus en plus loin sur le machine learning. C'est le point que j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure. Il m'est revenu entre-temps. Donc en fait, le souci d'efficacité des entreprises est passé par la mécanisation de la production. Et puis en fait, c'est en train de grignoter les autres activités de l'entreprise. C'est en train de grignoter la logistique. Donc vous avez des robots maintenant dans les sites logistiques. Puis en fait, c'est en train de grignoter les processus où il y avait besoin d'un peu plus d'intelligence. Donc on est en train de créer des machines qui ont des comportements un peu plus intelligents, qui vont être capables de remplacer le travail humain dans plein de cadres. Je vous invite à aller voir la vidéo du robot téléopérateur qui est absolument fascinante, que je n'ai pas le temps de vous passer ici, mais qui montre comment, en fait, demain, vous allez pouvoir remplacer des centres d'appel par des robots, enfin des machines qui répondent au téléphone. Et donc, le logiciel est en train de manger le monde.
Et en fait, je pense que ça va nous emmener à l'aboutissement d'une société qui est centrée sur l'efficacité, l'efficience. Et je pense qu'elle porte dans ses gènes le basculement vers un autre type de société où on va être plus sensible au sens. C'est-à-dire que quand on aura poussé jusqu'au bout l'efficacité, il ne nous restera plus qu'à réfléchir à pourquoi on fait les choses. Et voilà, c'est en ce sens où je pense que le big data est en train de transformer le monde. Je vous remercie.